donc aujourd'hui les matins consacrés à l'eau. Et oui, à l'eau que l'on peut-être néglige parfois trop souvent. Tenez, regardez par exemple sur le chariot du studio 1061 de la Maison de la Radio, un objet trône, et cet objet a l'air banal, une bouteille en plastique et dedans de l'eau. Cette bouteille, qui sait, dans 100 ans, dans 200 ans, on la vénérera comme le veau d'or, parce que l'eau sera devenue le bien le plus précieux, le plus rare qui soit, peut-être vraiment devenu l'or bleu. Alors, sans pousser le vice jusqu'à écrire un scénario catastrophe à la Waterworld, on peut se poser la question: la bataille de l'eau a-t-elle commencé, et cette bataille sera-t-elle cruciale au XXIe siècle? N'est-il pas déjà d'ailleurs trop tard pour parler d'une gestion raisonnée de l'eau? Comment conjuguer aujourd'hui développement, croissance économique, et à qui appartient cette gestion de l'eau? Aux hydrologues, aux écologistes, aux géographes, aux géopolitologues, aux politiciens ou encore aux stratèges militaires. Tout à l'heure, en plein désert, à Abu Dhabi, s'ouvrira le sommet mondial sur l'eau. Et heureusement d'ailleurs, tous les spécialistes de la question ne sont pas dans l'avion pour aller à Abu Dhabi. La preuve avec nos invités ce matin. Alexandre Tête, bonjour. Bonjour. Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement. Vous avez publié Partager l'eau, les enjeux de demain chez Dodin Éditions. Et puis l'eau, un bien, un droit, tensions et opportunités chez l'Harmattan en 2008. Et vous serez accompagné pour cela depuis Strasbourg par monsieur Wackermann. Bonjour Gabriel Wackermann. Bonjour. En duplex donc de France Bleu Alsace, professeur émérite à la Sorbonne et puis auteur entre autres aussi de l'eau, ressources et usages chez Ellipse en 2010. Peut-être Alexandre, peut-être un premier mot d'abord sur ce grand forum mondial d'Abu Dhabi, un sommet mondial sur l'eau. En fait, il faut dire quand même quoi, c'est un vaste salon commercial au départ. Oui, tout à fait. C'est la deuxième édition de ce salon. C'est un salon qui rassemble la plupart des grands groupes et aussi groupes spécialisés dans les technologies de l'eau. Il est vrai que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient est assez exceptionnel dans le sens où les précipitations, les ressources renouvelables sont d'une rareté rarement rencontrée dans le monde. Et du coup, ils ont développé une politique de gestion de l'offre qui peut paraître outrancière, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Et donc, on retrouve un mélange de dessalement, d'extraction dans les aquifères non renouvelables, la recharge de nappes, la réutilisation, ce qui fait que c'est une sorte de foire technologique déjà toute l'année, et elle le devient encore plus au moment du salon. Oui, parce qu'on a de l'argent, là-bas. On n'a pas d'eau, mais on a de l'argent. C'est pour ça, effectivement, que les solutions qu'on rencontre là-bas ne sont pas forcément transposables. C'est-à-dire que la richesse de ces États fait qu'ils peuvent payer le coût énergétique colossal, mais songez par exemple que l'Arabie Saoudite, chaque jour, brûle plus de 350 000 barils pour le dessalement. Donc évidemment, ce n'est pas à la portée de n'importe quel État, et c'est d'ailleurs pas souhaitable dans le sens où, avant de parler de gestion de l'offre, un des axes majeurs est la gestion de la demande et adapter les usages de l'eau à la ressource disponible localement. Oui, par exemple, parce qu'à Abu Dhabi, on peut lire dans la documentation, entre autres, que justement, il n'y a pas de capacité suffisante de stockage d'eau potable. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des groupes ce sont des pays qui ont développé le dessalement de manière colossale depuis les années 70. Donc, environ 50% de la capacité mondiale installée est dans les 6 pays du Conseil du Golfe Persique. En revanche, ils sont aperçus qu'en cas de menace au fonctionnement de ces centrales, notamment un risque qui peut paraître assez évident dans cette zone-là, d'un déchouage d'un tanker, les centrales de dessalement ne pourront plus fonctionner. Et des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ont 2 à 3 jours de réserve d'eau pour l'instant. Donc ils ont développé des plans de stockage par la recharge artificielle des nappes qui envisagent de porter à l'horizon 2016 autour de 7 jours la durée de réserve en cas de dysfonctionnement de ces nappes, ce qui n'est pas grand-chose de toute façon. Bon, alors on fait un petit peu quoi, la map monde, la carte de l'eau, pour faire quelques rappels. Nous l'esquissions déjà vendredi avec Hubert Védrine, vendredi matin, mais donc on part d'une perspective pour le XXIe siècle qui s'ouvre avec la perspective d'une lutte mondiale pour l'eau. Alors apparemment on parle moins d'ailleurs de guerre de l'eau aujourd'hui, mais d'une lutte commune pour préserver cette ressource essentielle. Mais que faut-il dire pour donner un peu d'image? Parce qu'on dit toujours au fond que voilà, la planète est recouverte d'eau et on se dit qu'on a vraiment beaucoup d'eau. En fait, rien du tout. Si je prends une image, celle de Pierre Barthélémy sur son blog du Monde, Passeur de sciences du mois de mai 2012, cette formule, l'eau sur Terre est un peu comme une feuille de papier cadeau recouvrant une boule de bowling.
Non, tout à fait. C'est déjà plus inquiétant. Vous parliez d'une bataille, c'est que c'est d'abord une bataille de développement. C'est-à-dire que les objectifs du millénaire pour le développement estimaient à environ 900 millions de personnes les gens qui n'ont pas accès à une source d'eau améliorée, mais améliorée ne veut pas dire potable. Et si on parle de critères de potabilité, de non-dangerosité, c'est plutôt autour de 3 milliards et demi de personnes qui boivent une eau incertaine quotidiennement. Donc là, c'est effectivement des pratiques à changer, sans doute un peu d'infrastructure. Ça fait quasiment la moitié de la planète, hein. Tout à fait. On est combien? 6 milliards. Exactement. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la définition des nouveaux objectifs de millénaire à partir de 2015, savoir qu'est-ce qu'on va retenir comme base. Est-ce qu'on va retenir une base d'une eau simplement améliorée ou au contraire de critères plus, en matière de santé publique plus exigeants. Donc d'abord c'est un enjeu donc, de développement d'accès à l'eau, c'est un enjeu également agricole, alimentaire. Il y avait une chronique tout à l'heure sur le Brésil et effectivement l'un des enjeux de la croissance démographique c'est d'assurer l'alimentation, déjà du milliard de personnes qui n'a pas accès à l'alimentation suffisante, mais également accueillir cette croissance démographique, donc 2 à 3 milliards de personnes à l'horizon 2050 supplémentaires. Donc, et évidemment, on attend beaucoup de l'agriculture irriguée, donc qui dépend directement d'eau canalisée, prélevée, fabriquée. Donc là encore, c'est un enjeu qui concerne le secteur de l'eau. Une autre catégorie d'enjeux, c'est réunir faire en sorte que les 2 premiers défis, sanitaires et humains et agricoles, soient tenus sans compromettre la durabilité des systèmes écologiques. Et oui, parce que j'ai envie de vous poser la question, et puis aussi à Gabriel Wackerman, à Strasbourg. Est-ce qu'on est donc tous amenés, un jour ou l'autre, à manquer d'eau? Alors, je pense qu'il faut... Oui, je vous en prie, on vous entend très bien. Oui, oui. Je pense qu'il faut distinguer, parce que finalement, d'un côté, on prétend qu'il y a une guerre de l'eau, qu'il n'y en a pas suffisamment, et d'autre part, nous savons qu'il y en aurait suffisamment si, évidemment, il y avait une politique, une volonté politique de l'utiliser à bon escient. Je vous donne un chiffre. Si tout était régulé normalement, il n'y aurait pas de pénurie parce que, au fond, nous avons de l'eau à raison de 16 000 litres par jour et par personne dans le monde. Donc, au fond, c'est essentiellement un problème de régulation. Tout à l'heure, il était question de l'irrigation. Le dessalement, par exemple, commence même, notamment dans les Émirats arabes, commence même à s'intéresser à l'irrigation. L'agriculture ne peut pas, en quelque sorte, dépendre de l'irrigation par une eau de dessalement, etc. Donc, au fond, nous sommes dans une situation dans laquelle l'essentiel est la volonté politique. L'essentiel est aussi de ne pas continuer à s'orienter vers un genre d'ultralibéralisme qui a commencé de façon insidieuse à la fin après la Seconde Guerre mondiale, lorsque on a commencé à ouvrir les frontières et on a commencé à réduire les tarifs douaniers. Or, les firmes qui dirigent aujourd'hui, en quelque sorte, le monde politique est en retrait, visiblement, eh bien, ces firmes ont réussi à capter, en quelque sorte, l'essentiel des ressources. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Mais comment expliquer ce paradoxe quand on n'est pas du tout spécialiste, hein, Gabriel Wackerman et Alexandre Tête, de ce que il fut un temps où même à l'école on nous expliquait quand même qu'il y avait plus d'eau sur la planète que de terre, hein, que l'eau recouvre 70% du globe. Comment en est-on et comment en conclut-on tout de même à partir de ce chiffre qui pourrait nous laisser penser que voilà, c'est la panacée, que ça ne l'est pas justement? Contradictoirement, la surface de l'eau, l'Atlantique, le Pacifique, les océans provoquent de nombreux conflits géopolitiques. Alors que l'eau en sous-sol, eh bien, nous savons qu'elle est inégalement répartie. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités de transfert. Bon, il y a des transferts qui se font par exemple de façon massive et auxquels on a besoin forcément toujours d'avoir recours. Par exemple, l'eau du Rhône est transférée à Barcelone. C'est le cas également pour des transferts importants aux États-Unis. Mais malgré tout, il y a d'abord toute une série de pays, et notamment dans ce qu'on appelle le MENA, les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, eh bien, il y a toute une série de litiges de frontières où l'eau est captée par par exemple, Israël
à capter de l'eau qui, au fond, doit revenir aussi aux Palestiniens. Et donc, sur place, parfois, il y a des solutions. C'est que, par exemple, dans la Beka, la plaine de la Beka, eh bien, les Arabes, les paysans arabes et les paysans israéliens sont venus sur place trouver la solution pour éliminer toutes les contraintes que leur impose le gouvernement. Oui. Il y a donc là des solutions. Et on parle tout de même d'une avancée historique, le 9 décembre dernier à Washington, où des représentants d'Israël, de Jordanie et de l'autorité palestinienne ont signé un accord pour tenter de sauver la mer Morte et lutter contre la pénurie d'eau dans la région. Oui. Du 9 décembre dernier. C'est ça. Oui, mais le problème n'est pas la décision, le problème est l'application. Et nous en sommes toujours réduits à cela. Je constate déjà, et sur France Culture, je suis intervenu à 2-3 reprises à ce sujet-là, depuis 6 ans par exemple, eh bien, les décisions prises par les sommets et par les rencontres comme celles que vous venez de parler, eh bien, sont à peine appliquées. Donc, on a calculé que s'il y a une décision, elle est à peine appliquée à raison de 10 ou 20%. Donc c'est absolument insuffisant pour les immenses besoins d'équilibrage de la distribution de l'eau en vue d'une consommation qui permette en quelque sorte de satisfaire un maximum de personnes. Et nous en sommes loin. Alexandre Tête. Oui, alors le titre de notre émission, c'est peut-on encore parler de gestion de l'eau? Et c'est vrai qu'il faut s'interroger sur la capacité à agir des décideurs politiques. Et il est vrai qu'il y a des contraintes d'un niveau exceptionnel sur les décideurs, liées à la pression démographique, liées aux interconnexions des enjeux entre eux. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus gérer l'eau sans avoir des impacts sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'agriculture. Également, la dimension sociale de l'agriculture fait que, même si vous voulez réformer vos usages de l'eau, ça pourrait créer des instabilités sociales et politiques majeures dans votre pays, car ça, c'est un moyen de subsistance de base pour toute une large population dans la plupart des pays en développement où il y a un secteur d'agriculture. Et c'est pour ça, en fait, que les décideurs politiques, parce qu'ils ne peuvent pas remettre à plat ces usages, vont vers la gestion de l'offre. C'est un peu par défaut qu'ils choisissent d'augmenter la quantité d'eau disponible, mais simplement, c'est un biais. Et ce que je voudrais expliquer, c'est que justement, tout ce qui relève des grands transferts d'eau, interbassins, de l'augmentation du volume par le dessalement, etc., se fait souvent par défaut, faute de moyens politiques de réformer autrement les usages de l'eau. Et c'est vrai que, par exemple, le Red Sea Canal que vous avez évoqué... Mais qui doit prendre le pouvoir dans ces cas-là sur les politiques? Les hydrologues, les écologistes, les géographes? Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut refaire de l'eau un objet politique. C'est-à-dire que, faute justement de ces outils de politique publique, c'est les divergences, les enjeux clivants politiques qui ont dominé et qui ont évincé le politique comme mode de régulation des problèmes pour gérer les problèmes de l'eau. Et juste un petit mot sur le canal qui est censé réapprovisionner la mer Morte à partir de la mer Rouge. C'est typiquement une sorte d'objet d'ingénierie, c'est-à-dire que la mer Morte s'est asséchée à cause effectivement de la déviation de la totalité quasiment du Jourdain pour arroser des fermes jusqu'au Negev. Et aujourd'hui, face à ça, quelle est la réponse? Refaire un canal de 160 km qui va pomper de l'eau, la monter sur une montagne, la redescendre. Et voilà, à une solution qui résulte d'une vision ingénieriale de la politique de l'eau, on va trouver d'autres solutions. Et finalement, on fait dépendre des sociétés où l'eau est déjà rare de toujours plus d'eau. On les rend plus vulnérables encore dans le futur. Gabriel Wackerman à Strasbourg. Oui, je prends l'exemple tout à l'heure, on a pris l'exemple donc du Moyen-Orient et je vais prendre l'exemple même des États-Unis, le pays qui, avec le Brésil, sont les deux seuls pays d'avenir qui peuvent à la fois fournir de l'eau de qualité et de haute productivité. Mais le problème est ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, le Mexique, dans le cadre de l'ADENA, est victime, toujours encore victime, malgré l'ALENA, est victime de tout un passé de rétention de l'eau provoquée en amont aux États-Unis. Je signale par exemple les effets néfastes de l'assèchement du bassin du Colorado, alors que en amont, une ville comme Las Vegas, première destination touristique des États-Unis, en plein désert, avec seulement une moyenne de 200 mm d'eau de précipitation par an, eh bien, une métropole d'environ 1 million de personnes consomme 1000 litres par jour et par personne. Les 88% des eaux du Colorado consomment pratiquement les 3/4
sur place à Las Vegas pour les loisirs golf, jardins et parcs. Or, la population de cette métropole va doubler en 10 ans, la pénurie en aval s'accroît, et l'agriculture ainsi que la végétation sont les grandes victimes. À moins de 2 heures en avion, à moins de 2 heures donc de Las Vegas, il y a Los Angeles qui rejette 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Et donc tout cela, évidemment, confirme cette dissociation de l'économie et de la politique, et surtout alors, évidemment, demeure absente une véritable volonté politique de résoudre le problème. Ouais. Il faut rappeler que les États-Unis détiennent le record du gaspillage en eau, enfin qu'on ne doit pas être mal non plus en Europe, mais la consommation quotidienne d'eau par habitant serait de 600 litres en moyenne hors consommation collective. En Afrique subsaharienne, les habitants consomment uniquement à peu près 10 litres d'eau, enfin ceux qui en consomment encore, c'est une moyenne 10 litres d'eau par jour. Peut-être, avant de terminer cette première partie, de céder la parole à Brice Couturier, qui introduira la deuxième partie. Un mot tout de même, parce qu'on parle par exemple du Moyen-Orient et de l'Afrique, mais il y a des pays dont on sait peu, au fond, qu'ils ont des gros et qu'ils vont rencontrer d'énormes problèmes en eau, comme par exemple la Chine, Alexandre Tête. Oui. Alors, non, les Chinois ont bien conscience des problèmes. Le pays ne dispose que de 7% de ressources en eau douce de la planète. Oui, alors sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres globaux. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que l'eau est une ressource locale et que sa mobilisation a un coût énergétique, un coût financier colossal, et que justement, le credo doit être adapter les usages à la ressource disponible localement. Alors, effectivement, dans des pays comme la Chine, où il y a à la fois une vision effectivement infrastructurelle et très centralisée des enjeux, il est facile de dire on a beaucoup d'eau au sud, pas beaucoup au nord, on va faire des grands transferts sur 2000 km. Donc ça reflète un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà typiquement un pays effectivement qui est partagé sur le plan climatique entre une zone extrêmement arrosée au sud-sud-est et extrêmement sèche au nord-nord-est. Et du coup, cela dit, on dit que 8h16 lors de votre chronique, Brice Couturier. Bonjour Marc. L'augmentation vertigineuse de la population mondiale, nous sommes passés d'1,7 milliard au début du XXe siècle à 7 milliards aujourd'hui, risque d'entraîner toutes sortes de conflits pour l'accès aux ressources. L'eau, recouvrant 72% de la surface de notre planète, on pourrait imaginer que ce n'est pas la ressource qui viendra le plus à manquer. Mais si l'on ajoute que seul 0,7% de ces énormes quantités d'eau peut être qualifiée de douce et donc utilisable par l'homme, on mesure mieux l'étendue du problème. En outre, s'il est possible de trouver des substituts au pétrole, on n'en connaît pas pour l'eau. Et s'il est facile de transporter le gaz sur de vastes distances par pipeline, ce n'est pas non plus le cas de l'eau. Si l'on ajoute l'urbanisation galopante et souvent anarchique qui exige de faire arriver des quantités d'eau de plus en plus abondantes vers les villes, la modification des comportements alimentaires chez les émergents qui, comme nos vieilles nations industrielles, consomment dorénavant de fortes quantités de viande, le réchauffement climatique qui pourrait aggraver la désertification et le stress hydraulique, et l'expansion de l'agriculture irriguée au monde entier, on comprend que l'eau risque en effet de devenir, pour certains, une ressource rare et donc convoitée. L'or bleu, comme on l'a baptisé, est déjà l'objet de conflits internationaux d'intensité variable. L'un des plus sérieux, parce qu'il a entraîné des menaces de guerre, est lié à la construction par l'Éthiopie, en cours, d'un immense barrage sur le Nil bleu. Le Nil bleu est l'un des principaux affluents du Nil, dont l'Égypte et le Soudan se partagent les eaux en vertu de 2 traités internationaux auxquels l'Éthiopie n'était pas associée à l'époque. Alors l'Éthiopie plaide pour son droit à exploiter une ressource qui prend naissance après tout sur ces hauts plateaux, mais l'Égypte, qui dépend, elle dépend de manière vitale des eaux du Nil, et celui-ci intéresse aussi 8 autres pays de la région dont il semble difficile d'harmoniser les positions. L'autre exemple fréquemment cité, c'est celui du barrage de Tipaimuk en construction par l'Inde sur le fleuve Barak dans l'état de Manipur. Là encore, c'est un projet grandiose, 390 mètres de long, 160 mètres de hauteur, mais le Bangladesh en est fort mécontent car il risque de perturber l'agriculture et la pêche en aval, donc chez lui. L'ère de l'eau abondante et bon marché est révolue. La preuve, l'industrie de l'eau en bouteille est partout en rapide expansion. Les plus grosses multinationales de la gestion de l'eau et de sa mise en bouteille sont d'ailleurs françaises.
Notre pays dispose donc en ce domaine d'une expertise reconnue. C'est d'ailleurs à Marseille que s'est tenu le dernier Forum mondial de l'eau en 2012, mais cette réunion n'a débouché que sur un catalogue de bonnes intentions, n'engageant que ceux qui y croient. Le droit de l'eau, le droit à l'eau a rituellement été proclamé dans ce genre d'enceinte, comme il a été adopté d'ailleurs par l'ONU en grande pompe en juillet 2010. Oui, décidément, la gestion de l'eau douce, comme celle d'ailleurs des océans, dépasse largement la compétence des États. Alors en l'absence d'une agence planétaire dont certains peuvent rêver, que peut-on faire pour que les rivalités pour cet accès à l'or bleu ne dégénère de plus en plus souvent en conflits violents? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Alors beaucoup de questions. Gabriel Wackerman, Alexandre Tête, et puis Gabriel Wackerman à Strasbourg. Oui, ce que souligne Brice Couturier, c'est le réveil de l'aval, de l'amont, pardon. C'est-à-dire que historiquement, les États de plaine sont développés, les États montagneux, et aujourd'hui, les États d'amont demandent un petit peu avoir également le droit à partager cette eau-là. Donc c'est le cas de l'Éthiopie dans le bassin du Nil, c'est le cas du Kyrgyzstan et du Tadjikistan dans le bassin de la mer d'Aral, c'est le cas de la Turquie ou de la Chine, bien sûr. Donc évidemment, là encore, ça remet à plat des pratiques historiques, transformées dans le cas de l'Égypte, par exemple, en droit historique dans la vision égyptienne, et ça traduit en fait un problème de répartition et de calendrier d'usage, c'est-à-dire que les États d'amont ont moins de surface cultivable à mettre en valeur, en revanche cherchent à valoriser leur potentiel hydroélectrique. Dans la plupart des cas, le calendrier des usages va différer. Vous avez besoin d'eau en période estivale pour soutenir votre irrigation, et c'est plutôt en période hivernale pour soutenir votre consommation électrique que vous allez vouloir faire des lâchers d'eau. Donc en revanche, alors une fois qu'on a dit ça, il y a également des cas où on peut faire du gagnant-gagnant. C'est le cas par exemple entre le Pakistan et le Tadjikistan, puisque le pic de consommation électrique au Pakistan est l'été pour climatiser. Et justement, il y a un conflit fort entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan sur la manière d'utiliser de manière énergétique ou à fin d'irrigation cette eau-là. Et un grand projet de transfert d'électricité à travers l'Afghanistan permettrait de résoudre ce dilemme et au Tadjikistan de vendre pendant l'été et de satisfaire ainsi l'Ouzbékistan son électricité au Pakistan. Donc il suffirait en fait d'accords interétatiques entre les États en amont et les États en aval des fleuves. Alors évidemment, Alexandre Tête, et puis comme il ne nous voit pas, je ne voudrais pas qu'il croie qu'on l'oublie. Et derrière vous, donc Gabriel Wackerman. Alexandre Tête. Alors en fait, oui. Tout à l'heure, on soulignait les blocages à l'échelle interne de dimension politique. En fait, la marge de manœuvre, le plus souvent aujourd'hui, peut se trouver à l'échelle de la coopération interétatique. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus simple, mais lorsqu'on voit la situation interne au Pakistan, quand on voit que jusqu'en mai 2013, le président et le premier ministre pakistanais étaient ce qu'on appelle des landlords, des seigneurs des terres, qui gèrent l'exploitation et l'irrigation, qui contrôlent même quelles zones seront inondées en période de pluie excessive, évidemment, on ne peut pas compter sur ces partis politiques pour réformer l'usage de l'eau. Et du coup, au regard aussi des blocages communautaires au sein des provinces pakistanaises, on peut aller chercher de la marge de manœuvre, souvent en amont, en Afghanistan, au Tadjikistan et évidemment, idéalement en Inde. Il y a par exemple déjà des échanges d'électricité très locaux, effectivement, entre l'Inde et le Pakistan. Gabriel Wackerman, à Strasbourg. Oui, des exemples nombreux existent dans les États apaisés. On vient d'en citer, dans les pays en voie de développement, l'Europe notamment, où les pays sont maintenant transfrontaliers, et notamment dans le bassin rhénan. On ne peut en citer du côté aussi de l'Europe de l'Est maintenant. Eh bien, de nombreux accords ont été conclus. Et d'ailleurs, ces accords se placent non pas uniquement sur le plan de l'eau, parce que l'eau fait partie de l'environnement. Ce sont des accords environnementaux qui sont à la fois destinés à préserver la nappe d'eau, parce que les pays industrialisés hautement nocifs à l'eau se situent notamment en Occident. Et c'est là justement que, par exemple, toute une série d'accords entre l'Allemagne, le pays de la Suisse et la France, eh bien, les Pays-Bas en aval, eh bien, ont été conclus pour commencer à résoudre toute une série de problèmes. Donc, au fond, ce qu'il faut, c'est promouvoir sur le plan politique ces genres de
collaboration, de coopération, et nous en sommes loin dans les pays qu'on vient de citer. Mais est-ce que cela pose, Gabriel Wackerman et Alexandre, est-ce que ça pose la question qui souvent, y compris, comme vous dites, dans les pays apaisés, fait débat? Est-ce que la gestion de l'eau, qui doit être une gestion, dites-vous, l'un et l'autre, politique, est-ce que la gestion de l'eau est une affaire privée ou une affaire publique? Alors, en principe, au départ, la gestion de l'eau est une affaire publique, parce que dans tous les traités internationaux de l'histoire, eh bien, c'est d'abord la force publique, ce sont les gouvernements qui ont décidé de la collaboration. Se sont greffés là-dessus les groupes privés, et aujourd'hui, toute une série de groupes privés ont pris le dessus et ne répondent pas forcément aux préceptes de l'ONU et de ses sommets. Et c'est tout le problème qui se pose souvent aujourd'hui. Nous avons en plus une situation dans laquelle tous ces pays dont nous venons de parler au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, eh bien, n'ont pas encore une conscience dans leur éducation de l'environnement. Et tant que nous n'avons pas cette conscience à la base, eh bien, il est très difficile, et tant que ces pays sont souvent dictatoriaux, eh bien, il est très difficile de progresser dans ce sens-là. Donc, la démocratie va de pair avec le progrès de la question environnementale et par là même de la question de l'eau. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les sciences de l'éducation sont en train de s'interférer dans la problématique de l'eau, parce que et je me souviens d'un colloque que nous avons eu à Fort-de-France, donc dans la Caraïbe, où il y avait à la fois des représentants des pays sud-américains et des pays du Nord, et nous avons compris que là, il y a un effort immense à faire, un effort médiatique, un effort éducatif à travers l'enseignement, pour permettre de prendre conscience de cette urgence. Alors, Alexandre Tête, et puis il y aura des questions de Thierry Pêche et des Brice Couturier. Alexandre Tête. Alors, on évoquait tout à l'heure la volonté politique, et c'est vrai qu'aussi bien à l'échelon interne qu'à l'échelle de la coopération, c'est un élément essentiel. Comme le signalait M. Wackerman, les instruments de coopération existent. Il n'y a rien de comparable entre la coopération sur le Rhin, où il y a 14 accords transfrontaliers, et par exemple la coopération sur le Mékong, où le traité de 95 est davantage symbolique, et il vise à capter des financements internationaux en donnant le sentiment qu'on collabore ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que là où il y a des tensions, c'est que les États n'ont pas envie de coopérer. Et l'eau devient finalement un cadre supplémentaire à ces ententes, que ce soit dans le cas du Jourdain, que ce soit évidemment dans le cas de l'Asie centrale. Et du coup, il y a eu la tentation de dire, ok, c'est un sujet trop politique, on va contourner ça par ce qu'on appelle des dispositifs de coopération de basse intensité sur des sujets beaucoup plus techniques pour faire monter ensuite la coopération par piliers. Et on voit que dans certaines zones comme l'Asie centrale, depuis 20 ans, ça n'a rien donné et qu'on négocie toujours les mêmes quotas définis à l'époque soviétique. Et donc à un moment, il faut dire, l'eau est un vrai problème politique et central, remettons-le au cœur des négociations. Il y a par exemple déjà des accords, on a déjà négocié sur l'eau au Moyen-Orient. Simplement, c'est mal appliqué ou pas appliqué, mais c'est possible de le faire. C'est-à-dire que simplement, on ne veut pas le faire parce que d'autres sujets bloquent. Mais qui sont des sujets politiques aussi. Exactement. Alors, c'est de la politique contre de la politique. Gabriel Wackerman, et puis des questions. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, je voudrais donner l'exemple de l'Europe, à propos justement de ce qui bloque. Nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a des négociations appelées négociations du grand marché transatlantique qui ont commencé en 2013. Le commissaire au commerce européen, le secrétaire d'État du commerce états-unien, eh bien, doivent aboutir à un compromis et peut-être même à un texte important, engageant la responsabilité du gouvernement. Or, nous constatons qu'à Bruxelles, la plupart des textes, à peu près 45% des textes qui ont été rédigés jusqu'à présent, l'ont été par les lobbies. Donc, l'action fébrile des lobbies montre combien les pouvoirs publics sont neutralisés, et je crois qu'il faut utiliser un mot relativement neutre, mais ces pouvoirs publics sont neutralisés par le fait même qu'à l'intérieur de la démarche publique, il y a une intervention qui est en train de fausser souvent le but qu'on voulait atteindre. Donc, déjà dans un pays développé, dans une région développée. Donc, à plus forte raison, comment faire dans les pays dans
lesquelles, ces institutions n'existent pas. Il y a là, vraiment, la crise démocratique, la crise politique. Alors, Thierry Pêche. Je voudrais revenir sur les usages, parce qu'on voit bien que le contrôle des usages, l'éducation des usages est un point important de cette affaire, notamment même dans nos pays. On a tous dans les yeux des images de gaspillage absolument fantastiques. Et quels sont les meilleurs moyens d'agir sur les usages ? La pédagogie, le prix, faire payer les externalités négatives aux consommateurs, aux entreprises qui en sont responsables. La réglementation, on s'est beaucoup moqué récemment de la réglementation européenne sur la contenance des chasses d'eau, mais ça me semble être un enjeu tout à fait sérieux. Bon, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui ? Quel type d'action publique ? Très honnêtement, c'est l'enjeu majeur à mes yeux, c'est-à-dire effectivement diminuer la demande pour moins dépendre quantitativement de la ressource. Je voulais revenir sur quelques points de blocage qui vont vous montrer que effectivement, les leviers sont très, très réduits. Je pense par exemple à l'irrigation en Inde, où 80% vient des eaux souterraines. Comment on est arrivé à ça ? C'est-à-dire qu'à la fin des années 50, il y a eu un accès à des pompes extrêmement à faible coût, et la plupart des petites communautés d'irrigants ont pu acheter ces pompes et sont devenus du coup indépendants des grands réseaux d'eau de surface qui étaient gérés par l'administration. Le corollaire aux bienfaits qui ont été amenés par ça, c'est-à-dire un bien-être matériel bien supérieur à tous les programmes de développement qu'on peut développer. Et du coup, permettant un vrai développement. Permettant en 30 ans en Inde, il y a plus eu de surface mise en culture que depuis 1800, je veux dire entre 1800 et 1970. C'était colossal. En revanche, à un prix environnemental colossal, à un prix énergétique absolument sidérant, entre 35 et 45% de l'électricité en Inde sert à pomper l'eau dans les eaux souterraines dans une quinzaine d'États. Donc dans un pays en état de développement, vous imaginez la contrainte que ça représente. Et aujourd'hui, donc, cette irrigation est complètement atomisée. Il n'y a plus aucun levier à l'échelle étatique pour changer ces pratiques. Il faut aller faire du porte-à-porte auprès de chaque communauté d'irrigants, les convaincre de changer. Alors on va leur donner des iPads pour qu'ils fassent eux-mêmes la mesure, qu'ils transmettent, etc. Donc vraiment, le premier sujet en matière d'eau, c'est l'irrigation. C'est 70% des prélèvements, près de 90% de la consommation. C'est l'enjeu majeur. Et j'ai envie de dire que ce qu'on fait en matière domestique, c'est pour ça que je réponds indirectement à votre question, est un enjeu important d'attitude globale face à la consommation, mais finalement sur le plan de l'eau n'est pas forcément l'enjeu majeur. C'est marginal la consommation domestique. Non, mais ma question concernait également les entreprises. Songez une région comme la Bretagne où il y a des activités agricoles, là pour le coup, et y compris pour des usages qui ne sont pas des usages parfois directement alimentaires ou alimentaires d'autres choses, ou pour des agrocarburants. Il y a vraiment des choix de développement stratégique qui doivent être faits sur ces questions d'irrigation. Ah, tout à fait. Alexandre Tête. J'évoquais tout à l'heure la fonction sociale de l'agriculture, et je ne parlais pas que des pays en voie de développement. C'est-à-dire, quand on voit la manière dont les lois sur l'eau ont été négociées en France, avec les arbitrages permanents entre les ministères de l'Environnement et les différentes appellations, mais de l'agriculture, ça s'est toujours fait, on l'a vu même pour le Grenelle, en faveur de l'agriculture. Donc là, finalement, la Bretagne, en payant son eau 5 euros ou 6 euros le mètre cube, paye un choix de développement étatique de faire dire on va faire de la Bretagne une zone de production intense d'élevage, par exemple. Donc là, effectivement, ce sont des choix structurels qui ont été faits il y a 30 ans. Stéphane Rosès. J'entends Gabriel Vaccarmana à Strasbourg. Oui, je vous en prie. Nous constatons qu'une grande partie des différences dans le volume de la consommation d'eau provient de l'inégale importance de l'agriculture irriguée. Je donne l'exemple du coton au Turkménistan, du riz en Asie des moussons, alors que dans les pays industrialisés, où l'irrigation est relativement peu développée, l'agriculture consomme peu, mais l'industrie prélève plus de 2/3 du total, donc, et sauf aux États-Unis, le Japon et l'Italie, où l'irrigation est également importante. Par contre, l'eau destinée à l'hydroélectricité, comme par exemple aux États-Unis le lac Mead, doit irriguer 425 000 hectares et fournir l'électricité de toute l'agglomération de Las Vegas. Le gigantisme des barrages, en plus, provoque une surconsommation d'eau extraordinaire. Et ce gigantisme, déjà par les immenses réservoirs, et on a commencé au lac Nasser en Égypte, contribue à une forte évaporation. Nous sommes ici dans des climats où l'évaporation est extrêmement forte. Une forte évaporation qui diminue le débit annuel écoulé. Dans le monde, depuis les années 1970, les pertes par évaporation ont atteint plus de 250 000 km3 par an en 2010. Et
pratiquement cette évaporation est inférieure à la consommation d'eau industrielle dans les villes. De plus, les ressources disponibles se réduisent. Ainsi, nous avons par exemple des pays dans lesquels l'écoulement des fleuves est différent selon des conditions naturelles, selon des conditions morphologiques et géologiques. Il y a une extrême inégalité de disponibilité en eau en Asie. Par exemple, notamment en Chine et en Inde, les 2/3 de la population sont obligés de subir 32% de l'écoulement mondial du fleuve. Vous voulez dire par là qu'il va falloir que l'on se réjouisse Sud. de la fonte de la calotte glaciaire qui devrait produire plus d'eau douce? Alors, d'un côté, il ne faut pas non plus, là, vous posez une question importante. Hein. Il ne faut pas non plus... Je vous provoque un peu, mais tout de même. Non, mais vous avez bien raison de provoquer. Il ne faut pas non plus dramatiser cette calotte glaciaire qui s'en va. Évidemment, il faut l'éviter au maximum. Mais malgré tout, il y a la ressource, non pas uniquement dans le nord, mais aussi dans le sud, les deux pôles, où il y a de l'eau douce en quantité, pour le moment encore, le pôle sud notamment, en quantité illimitée. Et donc là, c'est une question qui devrait se poser aussi à l'échelle mondiale. Alors Stéphane Rosès. Oui, à vous écouter dans une perspective historique, est-ce que l'on peut dire que l'accès et l'usage de l'eau dans la planète s'est peu à peu homogénéisé ? L'accès à cette ressource rare, là où autrefois il y avait peut-être des grands écarts entre types de pays, est-ce que par exemple on constate dans ce secteur vital, ce qu'on constate par exemple sur un autre secteur qui n'a rien à voir, qui est par exemple l'accès à la téléphonie mobile, où on voit en Afrique qu'il y a des usages qui sont assez comparables aux nôtres, ou même elles se substituent au réseau bancaire défaillant. Première question. Deuxième question, si c'était juste ce constat historique, est-ce que des ressources et cette homogénéisation entraîne ou pas une pression sur la gouvernance internationale de sorte que les réponses soient plus adaptées qu'elles ne pouvaient être dans le passé? Alexandre Sans Tête. aucun doute. Alors, qui commence? Allez, Gabriel Wackerman, comme ça on a... Allez, Gabriel Wackerman. Sans aucun doute, la réponse est donnée par votre question. L'eau n'est plus dissociable des grands projets transcontinentaux et mondiaux. Et par là même, il y a là une nécessaire pression, et cette pression peut venir de l'analyse que vous avez commencé à faire. Alexandre Tête. Oui, alors moi je trouve votre question un petit peu difficile parce que à l'usage domestique, effectivement, lorsqu'on atteint un certain niveau de vie, on voit qu'il y a une convergence des consommations. Après, elle est marginale lorsque vous êtes déjà connecté à un robinet. Les riches n'ont pas consommé significativement plus d'eau que quelqu'un de pauvre mais connecté à un eau. En revanche, ce qui va changer, c'est par exemple l'accès à l'assainissement, qui est encore vu dans beaucoup de pays en voie de développement comme un luxe. C'est-à-dire que les gens comprennent progressivement, et c'est pas le cas partout, que payer pour l'eau permet d'assurer un service d'une qualité minimum, etc., quel que soit le mode de gestion, c'est pas l'enjeu. En revanche, alors que la téléphonie est vue comme quelque chose de nécessaire, l'assainissement est encore vu comme un luxe. Je pense à certains pays comme au Kenya, où effectivement, et c'est un enjeu majeur. L'assainissement, justement, il a des questions avec David Delienne, qui est conseiller pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il veille à la mise en place des techniques d'accès à l'eau potable, mais aussi à l'eau de l'assainissement, celle par exemple pour les toilettes, tout simplement pour les latrines. Écoutez donc comment il parle de cette question-là, qui est notamment cruciale pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, et de l'urgence de mettre à la disposition de la population, par exemple, de très bons moyens techniques d'assainissement de l'eau. Il est au micro de Claire Duzabo. Tendez l'oreille. Par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, en assainissement, il y a un seul pays ou deux dans la région qui sont sur la voie d'atteindre l'objectif. Et ce sont de tout petits pays comme le Cap-Vert, aux pays à faible population, la Gambie. Donc, il y a un défi majeur. Le taux en moyenne est de l'ordre de 30-32% de la population qui a accès à une installation améliorée d'assainissement. Ça veut dire une latrine hygiénique, dans le sens que ça empêche la
la contamination. L'assainissement, c'est quelque chose, je dirais, plutôt de privé, c'est au niveau de la famille que la décision doit être prise. Donc, la question se pose au niveau de la communauté, qu'est-ce que nous allons faire? Et souvent, ça débouche sur un plan d'action communautaire, donc que tout un chacun puisse disposer d'une latrine. Mais c'est pas souvent une latrine très sophistiquée, mais c'est un premier pas. Donc, il y a une sorte de prise de conscience, un changement de comportement pour dire « Ah, il faut qu'on arrête cette pratique de défécation à l'air libre ». Et maintenant, il y a tout un encadrement qui est mis en place avec le marketing de l'assainissement pour créer un environnement qui permet à quiconque de progressivement améliorer sa latrine. Voilà, et encore oui, la question c'est encore faut-il, Brice, avoir de l'eau, mais que cette eau ne vous tue pas, quoi. Grosso modo. C'est-à-dire que moi j'aurais parlé de ce qu'on appelle l'école française de l'eau et interroger un peu nos interlocuteurs là-dessus. J'ai trouvé cette expression à plusieurs reprises dans des rapports internationaux, y compris en anglais. Il paraît que nous avons, nous, une certaine avance dans le traitement des eaux usées. Après tout, deux des plus grandes sociétés mondiales de traitement de l'eau et de vente de l'eau, c'est Veolia et Suez, qui sont deux sociétés françaises. Donc, en quoi avons-nous cette avance et comment pouvons-nous en bénéficier après tout, sur le plan commercial, pour exporter nos techniques? Alors, qui répond? Alexandre Tête. Alors, tout d'abord... Alors, qui répond? Alexandre Tête. Alors, tout d'abord, il faut dire effectivement que les grands groupes de l'eau qui ont connu une phase d'expansion assez extraordinaire dans les années 90, après des difficultés dans plusieurs contrats dans les pays en développement, ont une politique beaucoup plus prudente depuis le début des années 2000, qui consiste plutôt à viser les pays où le cadre juridique où l'argent est quasiment certain, comme l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, la Chine, et aussi à se centrer sur des étapes du processus d'accès à l'eau ou de l'assainissement plus précises, comme par exemple le dessalement ou également les stations d'épuration. Voilà. Donc là, je pense que notre expérience vient tout d'abord du fait que on a l'outil de la délégation depuis près de 150 ans, ce qui fait que avec le soutien public à construire les réseaux, qui a permis à ces groupes de se développer, avec le soutien adossé à des groupes de BTP dans les années 80, et donc du coup effectivement ils avaient les moyens de faire les étapes de l'amont à l'aval. Et aujourd'hui, les grands concurrents internationaux, malaisiens, chinois, indiens, finalement, ont le même modèle de développement, c'est-à-dire un groupe d'eau adossé à un grand groupe de BTP qu'on retrouve. Alors, en revanche aussi, les exigences européennes de normes nous ont obligés à être à la pointe de l'assainissement en permanence. Hein. Donc là, je pense que c'est pas propre à la France, mais il y a une contrainte réglementaire qui fait d'ailleurs que notre facture d'eau a beaucoup augmenté. C'est pas tant la part d'eau qui a augmenté que la part d'assainissement qui représente, avec les taxes liées à l'assainissement, plus de la moitié de notre facture en général. Voilà. Donc effectivement, ça fait aujourd'hui partie des axes de développement des grands groupes, c'est-à-dire être peut-être moins directement confronté aux consommateurs, mais offrir des services de production et d'assainissement en début et en fin de chaîne. Ce qui nous revient au thème public-privé. Hein, à qui l'eau appartient-elle? Moi, très honnêtement là-dessus, juste en deux mots, je pense qu'il faut pas avoir une crainte exagérée dans le sens où si on parle du statut de l'eau, c'est à l'évidence un bien public, sans doute un patrimoine commun, au moins à l'échelle du bassin hydrographique, quand il y a plusieurs États. Je suis pas tout à fait un fervent défenseur de la notion de patrimoine commun de l'humanité, dans le sens où, à mon sens, il n'y a aucun lien entre l'eau du Qatar, on parlait de l'eau des Émirats Arabes Unis, et l'eau du Canada. Je veux dire, ces grands transferts sont absurdes. En revanche, ce qui intéresse les groupes privés, c'est une toute petite part, finalement. C'est pas l'eau agricole, c'est l'accès à l'eau, à l'assainissement, dans certaines grandes villes de certains pays. On parle peut-être de 5% de la population mondiale. C'est l'eau des villes. Oui, c'est ça. Et donc, en faire une menace à l'accès à l'eau, à mon avis, est se tromper de cible, dans le sens où c'est une question légitime qui doit se poser lorsqu'on a résolu les problèmes de solidarité financière entre usagers, etc. Alors, peut-être pas menace à l'accès à l'eau, mais question sur la question du prix de l'eau. On voit bien comment, tout de même, il y a quand même parfois des municipalités qui reprennent la main, qui tantôt délèguent à des groupes privés la gestion de l'eau, et puis qui, tout d'un coup, un jour ou l'autre, disent, ben non, finalement, on va reprendre cette gestion-là. Et on voit bien que, en tout cas, dans les pays dits apaisés, disait Gabriel Wackerman, que la question tout de même se pose régulièrement. Tout à fait légitime. Gabriel Wackerman, et ce sera le dernier mot sans doute. Oui, je pense qu'effectivement, là, vous avez soulevé de nouveau le problème fondamental. Il y a un problème politique. D'ailleurs, chaque fois qu'on oublie la force publique, disons plutôt le pouvoir public, eh bien, on retrouve un certain chaos. Alors que l'avenir réside dans une combinaison de choses, le dessalement de l'eau à des fins cosmétiques et industrielles, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, l'accroissement de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation et la dépendance continue de l'eau
virtuel qui est importé. Donc, au fond, lorsqu'on voit que, par exemple, le prix du dessalement est de 1000 litres d'eau, le prix du dessalement de 1000 litres d'eau se situe entre 0,8 et 1 dollar, eh bien, on constate que si l'on encourage le dessalement inutilement, eh bien, on aboutit à des catastrophes. Donc, la puissance publique est indispensable pour la régulation de l'eau, comme pour l'ensemble de l'environnement. Un dernier petit mot, Alexandre Tête, puisqu'on parle du dessalement, comme dirait Stéphane Rosès, dans notre imaginaire, à une époque, quand on a compris qu'on pouvait dessaler l'eau de mer très facilement, on s'est dit, bah voilà, la partie est gagnée, il ne manquera jamais de l'eau pour tout le monde. Et puis finalement, on en revient de ça. Alors la technique est parfaite, elle marche très bien, mais au fond, pourquoi on se souvient des articles de presse, il y a une dizaine d'années là-dessus, qui donnaient à penser que, bah oui, cette question de l'eau serait réglée grâce à la technique du dessalement. Et c'est pas le cas foncièrement. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que évidemment, la technique fait partie du bouquet de solutions. Simplement, elle doit être portée par une vision politique. Comment on va répartir ces usages? Pourquoi on doit avoir recours à ces solutions techniques? Alors, le dessalement est aujourd'hui très au point. Son coût est facilement absorbable par des urbains. En revanche, effectivement, je pense par exemple à la Tunisie ou à l'Algérie, on va avoir recours au dessalement parce qu'il est plus simple d'augmenter le volume d'eau et de faire payer les urbains que de réformer les usages agricoles dans ces deux pays-là. Et ensuite, la deuxième contrainte, c'est le coût énergétique qui, certes, a baissé, mais reste colossal à l'échelle des pays qui l'ont développé.